Ouais, Pascal, donc sur la dernière vidéo, on parlait de Zuckerberg. Il y a quelque chose qui est sorti, c'est sa montre. Ouais. Greuber à 900 000 balles. Je sais pas si tu as vu ça. Eh ben, écoute, ouais, alors je connais, c'est pas cette marque, mais visiblement, il devrait lui en offrir une deuxième parce que ça leur a fait un gros coup de pub. Mais écoute, pourquoi pas? Elle avait l'air assez jolie, hein, je dois dire. Je pense qu'il faut pas aller se promener à Rio parce que tu risques de te faire couper le poignet. Mais ce qui m'a fait marrer, c'est que tous les gens font des gorges chaudes du prix de cette montre et que si tu fais le calcul pour quelqu'un qui a la fortune du patron de Facebook, donc Mark Zuckerberg, en fait, ça revient à un café pour nous, tu vois? Ça, tu as fait les calculs, hein, tu m'avais montré. Donc, c'est Ouais. vraiment genre 1 Alors euro, ça c'est quoi? dépend. 2, 3 euros, un truc comme ça? Ça dépend comment on compte, parce qu'en fait, ça dépend si tu comptes le revenu moyen ou le revenu médian. Si tu regardes le revenu moyen, tu fais la moyenne. Ça veut dire que les plus riches, en fait, il est environ entre la Suisse et la France, c'est à peu près 300 000 euros, ordre de grandeur. Et puis, si on regarde le revenu médian, ça veut dire que tu as autant de gens qui ont plus de fortune que de gens qui ont moins de fortune. Ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, a 100 milliards, ça n'influence pas ce chiffre. C'est simplement une question de ranking. Alors, dans ce cas-là, la fortune est plus basse. Euh, et là, ça correspond à quelque chose comme un café, si on prend le revenu médian. Euh, bon, autant dire, peu importe en fait le chiffre exact, parce que c'est pas forcément une fortune ni que dont Zuckerberg dispose ou dont nous on dispose. Hein. Je sais pas comment il compte en fait la fortune moyenne d'un Suisse. S'il compte la LPP, tu peux pas l'utiliser pour aller acheter une montre. Mais bref, all in all, l'ordre de grandeur de cette dépense, c'est à peu près comme si, dans le pire des cas, toi et moi, on allait se payer un café ou nos auditeurs. Bon, alors est-ce qu'il faut faire toute une procédure pour savoir s'il est raisonnable de s'acheter un café? À l'évidence, pas. Euh, Ce qui fait que finalement, je trouve intéressant parce que ça permet de se rendre compte à quel point la richesse de ces fondateurs géants de la tech est ahurissante. Euh, un autre chiffre que je trouve intéressant, c'est que si on compte 1 million de secondes, ça équivaut à peu près à 11 jours, un tout petit peu plus. Donc, 1 million de secondes, c'est 11 jours. Mais 1 milliard de secondes, c'est 31,7 années. Donc, quand on dit, ah, il est millionnaire, ah, il est milliardaire, on se dit, ouais, bon, ouf, il y a une lettre qui change. Enfin, plusieurs lettres qui changent, mais non, c'est un autre monde. C'est simplement pas en rapport. 11 jours versus 31, pratiquement 32 années, ça donne une idée de l'intensité de l'écart de richesse. Et Zuckerberg, les chiffres que j'ai trouvés, c'est qu'il a une fortune estimée à 200 milliards. Donc, c'est pas qu'il en a un, c'est qu'il en a 200. C'est complètement Disproportionné. ouais, c'est pas disproportionné, non, ça c'est un jugement, Par mais rapport à nous. ce que je veux dire, c'est que c'est difficile d'appréhender la taille de ce chiffre. En fait, on n'arrive Hmm. pas à se rendre compte de ce que ça veut dire. Et c'est pour ça que je reviens avec cet exemple. 1 million de secondes, c'est 11 jours. 1 milliard de secondes, c'est 31,7 années. C'est pas du tout le même espace. Et du coup, évidemment que ça choque tout le monde quand on dit ah ben voilà, j'ai acheté une montre à 900 000 francs, tu peux te payer un appart pour ce prix-là. Enfin, c'est pas raisonnable. Ben en fait, si t'as 200 milliards sur ton compte, c'est comme si toi et moi on s'achetait un café. Donc en fait, ce truc de la montre, ça montre juste qu'il pourrait s'en acheter une par jour et que ça changerait rien pour lui. Ouais. D'accord? Alors, voilà, je pose même pas de jugement moral pour dire c'est bien, c'est pas bien. C'est juste le fait est qu'en fait, il y a une partie de l'humanité qui vit avec des moyens qui sont simplement pas appréhendables pour nous. C'est ainsi. Oui, après, je pense, comme tu dis, il faut pas faut pas porter de jugement. Il a le droit de se faire plaisir. Et puis, c'est tellement insignifiant que je pense même pour lui, ça doit être plus triste qu'autre chose parce que quand tu peux te payer une montre à 900 000 balles et puis c'est comme si c'était un café pour nous, je sais pas comment tu trouves ton plaisir dans la vie. Enfin, je dis qu'il n'y a pas forcément que la consommation, mais Mhm.
ça doit être chaud d'avoir un objectif, tu vois, parce que tu parlais des 200 milliards, mais Facebook, je crois qu'ils doivent se faire 30 milliards par année, voire un peu plus. Donc, l'argent, il fait que d'augmenter et de s'empiler, quoi. Ouais, mais si tu veux, ça devient absurde en fait. C'est complètement absurde. Euh, alors, pour moi, la bonne nouvelle dans cette affaire, c'est que la montre qu'a choisi un des mecs les plus riches du monde, elle vient de Suisse. Donc, c'est bien. C'est bien pour les emplois en Rebelle Suisse. Sourcet, Voilà, handmade one. on les félicite. Bravo, messieurs, Elle doit messieurs, être dames. absolument magnifique. Ça montre qu'il y a un savoir-faire. Toutes faites à la main. Hein. Ouais, ouais, non, mais ça doit être un objet, mais d'une beauté confondante. Mais et tant mieux pour Marc qu'il puisse se payer des choses comme ça fait vivre un peu tout le monde. Donc on est très content pour la Suisse, on leur dit bravo, on dit bravo à ces horlogers, ça leur fait un gros coup de pub. Ils auront certainement quelques commandes parce que j'imagine aussi qu'entre milliardaires, on se tire un peu la bourre. Tu vois, c'était une montre à 900 000, hein, totati. Donc voilà, mais c'est une bonne nouvelle pour la Suisse. Et puis ce que je trouve intéressant, c'est que même pour quelqu'un qui est coaché comme Mark Zuckerberg, parce qu'il faut pas croire qu'il apparaît comme ça à l'écran, parce qu'un matin il se dit voilà, allez, je fais une petite conférence de presse. Il a des équipes qui préparent tout ça, et je suis même pas certain qu'il choisisse sa montre. Tu vois, il a évidemment des gens qui le coachent et qui le conseillent, mais une chose que j'aime bien dire et répéter, c'est qu'on n'échappe pas à son environnement. Quand tu vas de deal privé en jet privé, en montre rocambolesque, ça te semble normal. Peut-être qu'il en a une qui est bien plus flashy, incrustée de diamants gros comme le Yukon Kun, puis il s'est dit non, je vais pas mettre ça, c'est un peu too much. Non, mais là, je conjecture. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu veux, quand tu vis en fait en permanence dans ce monde, je pense qu'en fait, tu oublies simplement ce qui est raisonnable ou pas. De la même manière, parce qu'on est toujours le con d'un autre, si tu veux, toi et moi qui avons la chance de vivre en Suisse, je suis sûr qu'il y a des tas de gens qui diraient, mais ces mecs, ils parlent de quoi en fait? Ils parlent d'un milliardaire comme s'il avait beaucoup de sous, mais en fait, ils ont tous les deux un ordi, ils ont le temps de faire un canal YouTube, ils se plaignent la bouche pleine, tu vois. Donc en fait, de manière relative, en fait, on est toujours le très riche d'un ou d'une autre, hein, Oui. ou le pauvre d'ailleurs. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas du tout un critère d'évaluation de la qualité des gens. Et si on regarde d'ailleurs le discours que Zuckerberg a fait, on se ressort pas de ce truc en se disant voilà, c'est un grand intellectuel. Non. Hein, on est d'accord. Je veux dire, il a mis drapeau bas au moment où il fallait changer d'opinion. Et ce qu'il a avoué, c'est quand même très, très grave. C'est pire que les Twitter files, à mon avis. Ouais, ah C'est oui, bien c'est pire, clair. en fait. Ce qu'il a confirmé, que Facebook et les autres, enfin, ces autres sociétés ont fait, c'est pire, à mon avis, que les Twitter files. Parce que les Twitter files, hein, documentés par Matt Taibbi et Glenn Greenwald, en fait, ça a montré qu'il y avait l'État américain qui influençait la propagation de certains tweets, certaines idées versus d'autres. Donc, ils influençaient le discours public. OK, c'est déjà moche. Mais sans raison, en fait, c'était pas pour la sécurité nationale ou que sais-je, c'était juste pour des raisons idéologiques. Puis alors maintenant, on apprend que Facebook, non seulement ils ont fait ça, mais qu'en plus, ils avaient mis en place une équipe qui décidait des, des messages qui étaient souhaitables. Et il a pas, ça a quand même duré presque 10 ans, donc il a pas quelqu'un d'aussi riche que lui. Alors il peut s'acheter de très belles montres, mais il pourrait aussi profiter d'avoir ce fuck you money pour avoir une position euh, articulée, solide, une ossature, enfin quelque chose d'un tout petit peu. S'il y a bien une des choses que l'argent est censé acheter, c'est le privilège d'avoir une opinion. Et le fait qu'en fait, il n'est pas exprimé, il n'est pas fait de pushback significatif contre cette mainmise de l'État ou qu'il n'ait pas essayé de la minimiser puis qu'il se soit couché, ça nous montre juste que maintenant, il se couche parce que le vent a tourné. Donc, je terminerai en disant que je trouve pas que c'est infiniment impressionnant en termes de posture de sa part.
Évidemment, financièrement, c'est l'opération du siècle. Il y a Scott Galloway qui disait qu'avec les multiples qu'a Facebook, ça allait lui rapporter des milliards et des milliards. Bah oui, voilà, on va pas cracher sur le chèque, on peut comprendre, mais je trouve que c'est un peu petit de pas profiter d'avoir autant d'argent pour exercer sa liberté. C'est un peu dommage. Et puis, enfin, ce qu'on pourrait retenir à la différence de Macron, c'est que lui, il a gardé sa montre pendant l'interview. Tu te souviens de l'interview sur les retraites? Macron, il avait enlevé sa montre à 80 000 balles. Je crois que c'était comment elle s'appelle? J'ai noté Bell Ross, un truc comme ça. Ça avait fait monstre polémique. Helen Ross, c'est pas une marque américaine? Fort possible. Je connaissais pas jusqu'à que je regarde. Donc, à voir. Tu connaissais toi avant? Il me semble que c'était les montres des pilotes américains, mais ouais, ouais. Ah non, Patrouille de France. Oh, peut-être pas, je Ok. sais pas. Ok. Assez joli, ouais. Écoute, bon, je dirais la seule chose qu'on peut, si tu veux, Macron, il essaye au moins de préserver les apparences. C'est pas mal. Sur le fond, que le président d'un grand pays comme la France ait une jolie montre, je veux dire, ça choque personne. Ce qui était marrant, c'est qu'il l'enlève. Oui, c'est normal. C'est normal. Quand même. Quand même avoir quelques avantages en étant président de la France Ouais, avec tous les ah ouais. inconvénients. Et puis écoute, bah, c'est intéressant parce que c'était cette petite intro sur les montres. On voit qu'il y a quand même toujours de l'intérêt malgré que l'industrie est en crise. Ça nous fait notre transition sur les mots du patron de la Deutsche Bank. Donc, franchement, j'ai trouvé cette news fantastique qui dit comme quoi l'Allemagne ne doit pas devenir comme la France. Bon, alors, Ça commence à sentir mauvais, hein. Si les pays entre eux se tirent dessus, enfin les banques, les machins, ça annonce pas quelque chose de cool. bon, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est que déjà la Deutsche Bank, ça fait quand même des années ils n'ont pas une réputation qui est au-dessus de tout reproche, pour le moins. Donc, ils ont échappé à la correctionnelle jusqu'à maintenant, mais ça ne veut pas dire qu'ils y échapperont longtemps. Donc, ils sont pas dans une situation financière qui est dithyrambique et extrêmement solide. Donc, la première chose, c'est qu'en fait, OK, la Deutsche Bank, elle a le droit d'émettre un avis, mais en fait, ils n'ont pas fait preuve à leur propre égard d'une capacité à gérer qui soit euh, miraculeuse. Alors, ça me fait bien marrer qu'ils fassent la morale à la France, parce que c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième truc, c'est que, alors on peut bien s'imaginer que la Deutsche Bank, elle est plutôt bien connectée politiquement, qu'ils ont un grand pouvoir en Allemagne, etc. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'Allemagne va très mal. Mm. L'industrie automobile est dans une crise qui est extrêmement profonde. Ils ont toute une série de problèmes qui sont liés à leur approvisionnement énergétique. Ils ont une crise politique sur les bras qui est immense. Donc, je dirais, je suis pas certain, en fait, que cette espèce de stratégie que les élites de tous les côtés ont adoptée pendant quelques années, qui consistait à dire que l'Allemagne était un modèle à imiter, que ça puisse fonctionner d'aucune manière, parce que fort heureusement, la France, c'est pas l'Allemagne. Et elle a une trajectoire historique qui est différente. Donc, je pense que de copier, ça ne fonctionne jamais. On peut le voir dans des tas d'exemples. Dans le business, c'est aussi vrai. En fait, si tu es dans un domaine particulier, de simplement copier, tu peux t'inspirer de ce que font les concurrents, apprendre, mais il faut toujours le ramener à ses propres forces et à ses propres faiblesses pour déterminer le chemin d'action le plus favorable. Donc, simplement copier, ça marche pas. Euh, je, je, Moi, je pense qu'en fait, la France, c'est un pays extraordinaire et puis qu'il est simplement différent de l'Allemagne et qu'il faut qu'ils trouvent leur propre chemin. Mais leur chemin, leur propre chemin, pas le chemin d'un autre. D'accord? Il faut inventer. Euh, donc,
je trouve ça plus rigolo que, que intéressant au sens, il y a sûrement quelque chose à retenir de son intervention. Parce que, encore une fois, hein, il faudrait d'abord qu'il s'occupe de la Deutsche Bank, il y a pas mal à faire. Et justement, tu parles de leur propre chemin. Est-ce que tu penses que on peut imaginer, parce qu'il y a pas mal de gens maintenant qui ne croient plus à l'Europe, hein. Est-ce que tu penses que on a testé, ça a été fait, ils ont fait rentrer l'euro, qui justement ne vaut quasiment plus rien. On voit que toutes les économies en Europe, elles sont en berne. Est-ce qu'on peut se dire à un moment donné que si on devait faire un exercice post-mortem, pourquoi l'Europe n'a pas marché? Et est-ce qu'on peut imaginer qu'en Ouf. en 2026, 27, 28, il y ait d'autres pays qui fassent un peu comme la Grande-Bretagne avec le Brexit? Parce que j'ai l'impression qu'on est en train de se tirer dans les pattes, tu vois. Enfin, si tu as des déclarations comme ça pour dire que l'Allemagne ne doit pas devenir comme la France, c'est que on commence à avoir une scission, quoi. Bon, bah, tu sais, c'est un peu comme le jeu des chaises musicales, hein. C'est le dernier qui s'assied qui se retrouve pomme. Et c'est clair que ça peut se tendre très rapidement. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut dire. Il faut pas confondre, en fait, la gouvernance qu'on a mis en place avec l'Union européenne avec l'Europe, l'Europe géographique ou ce que pourrait être l'Europe. Il y a différentes trajectoires qui sont possibles. Et puis, mon point de vue, c'est qu'à partir du moment où c'est quelque chose que les hommes ont inventé, ben, c'est quelque chose qu'on peut changer. Il n'y a pas de fatalité. Hein. Je crois que ce qui retient beaucoup le changement, c'est que quand typiquement, une ou deux générations de politiciens européens, en fait, ils articulent un discours, des idées, et puis ils investissent du capital politique en disant, ben, par exemple, l'Europe, c'est la paix. Ben non, en fait. En fait, ça marche plus, quoi. C'est pas vrai. On s'est fait imposer une guerre par les États-Unis. C'est aux portes de l'Europe, en Ukraine. C'est pas génial. Donc ça, déjà, ça fâche. La deuxième chose, c'est que l'Europe, c'était quand même il y a toute une série de considérations géopolitiques là derrière, parce que la grande crainte des Américains, c'est une Allemagne trop forte. On comprend pourquoi. Et puis une Allemagne qui s'allie à la Russie, ça fait évidemment un pôle qui est extrêmement fort en Europe. Et puis ça, c'est pas l'avantage des Américains qui maintenant font leur fameux pivot vers l'Asie pour se concentrer sur la Chine. Donc il y a toute une série en fait de considérations historiques, de capital politique qui ont été investis dans différentes choses qui permettent ça. Tu peux pas change course comme ça en 2 minutes. C'est un gros porte-avions, l'Europe. Hein. Ce qui va déterminer le fait qu'elle se remette sur pattes ou pas, c'est la capacité à proposer quelque chose de nouveau, déjà à faire l'examen de ce qui n'a pas fonctionné, parce qu'à l'évidence, tout n'a pas été nickel, nickel, on peut dire. Et puis après, Mais s'il y justement, a... c'est qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, c'est ça en fait. On parle souvent, nous, de l'aspect économique, donc le virage du digital où on n'a aucune boîte dans la tech. Il y a l'industrie automobile et on voit que le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent et c'est l'aspect économique. Et c'est là où on parlait des 30 glorieuses, 30 slash 30 glandeuses. Et ça, c'est un des gros éléments, non? Alors, c'est un élément important, mais c'est pas le seul. C'est-à-dire que la différence entre un projet financier ou un projet politique, c'est qu'il n'a pas le même horizon de temps. C'est évident que si tu proposes un projet politique pour l'Europe qui est un petit peu plus entraînant, qui voit un peu plus loin, ça peut mobiliser les gens parce que les gens vont se dire bon ben voilà, c'est pas pour moi, ça va être une situation difficile pendant les 10 années qui viennent, mais pour mes enfants ou mes petits enfants, en fait, ça va permettre de préserver le bien-être qui existe déjà en Europe. Donc c'est faux de croire qu'en fait les gens sont strictement égoïstes, qu'ils sont à courte vue, etc. J'y crois pas du tout. Je pense que les gens sont extrêmement intelligents. Il faut simplement prendre la peine de leur proposer quelque chose Quand tu dis les auquel gens, tu parles de qui? le peuple, Le les peuple, ok. masses. Ouais, bien sûr. Les gilets jaunes. Les gens sont pas bêtes. C'est pas vrai. C'est faux. Il faut s'appuyer sur l'intelligence collective et puis pas mépriser les gens. Alors maintenant, ce qu'on voit un peu, c'est que le projet politique qui a été proposé en Europe, il arrive en bout de course. On l'a vu en fait dans toutes les démocraties européennes, que ce soit en Angleterre, en Allemagne, en France. C'est pas quelque chose qui date d'il y a 6 mois. Les gilets jaunes, c'était il y a déjà bien quelques années.
Et il n'y a pas réellement de réponses qui ont été amenées à ça. Et je dis pas ça pour dire, bon, faut prendre la défense des gilets jaunes ou pas prendre la défense, c'est pas ça. Mais si on le regarde comme un symptôme, en fait, on voit que c'est l'expression, en fait, d'un problème. Et je pense pas que fondamentalement, on ait trouvé des réponses. Et moi, j'en ai pas forcément, mais qu'on ait une réponse de type européenne à ce type de problématique. Et ce qu'il faudrait, c'est proposer un projet qui soit un peu entraînant, qui soit un peu motivant et qui soit pas simplement de dire vous le peuple, vous vous trompez, tu vois. Peut-être pas. Il me semble qu'on est au bout de cette affaire parce qu'en fait, les gens ont accepté de marcher dans la combine et puis maintenant ils se disent ben voilà, ça marche pas, on veut autre chose. On peut pas leur en vouloir, ils ont déjà donné leur confiance. Et on parle pas d'un pays en particulier en Europe, mais c'est l'ensemble des démocraties européennes qui commencent à grincer. Donc on voit bien qu'il y a un problème un petit peu plus global. Le truc aussi, de manière très macro, c'est qu'en fait, le continent européen, pendant 4 ou 5 siècles, il a été au centre du jeu. Économiquement, technologiquement, militairement. Et maintenant, c'est pas qu'il l'est plus, mais il l'est un peu moins. Alors, c'est toujours le même truc. Quand tu régresses ou que ça diminue, la sensation, elle est pas terrible. C'est vrai. Hein? Mais une autre manière de voir ça, c'est qu'en fait, la Chine, elle a émergé comme une puissance financière très importante. Il y a tous les BRICS, hein, donc le Brésil, la Russie, la Chine, l'Inde. Il y a maintenant l'Indonésie qui est rentrée dans les BRICS, l'Afrique du Sud. Je comprends pas trop pourquoi l'Afrique du Sud est toujours mentionnée dans ce, dans ce club. Mais ils ont mis en place en fait un système monétaire alternatif à SWIFT. Donc en fait, il y a l'émergence d'un pôle, on va dire tout à fait sérieux, crédible et solide, qui en fait prend sa place. Et on peut aussi le voir en fait comme le succès de l'idée européenne au sens où ces pays qu'avant on appelait sous-développés, qu'ensuite on a appelé en développement, sont maintenant développés ou en phase d'être des pays développés. Et du coup, on peut plus leur parler simplement comme un petit frère à qui on ferait la morale ou à qui on dirait ce qu'il convient de faire et de penser. Puis il faut que l'Europe, elle trouve sa place dans ce jeu un peu plus compliqué peut-être parce que il faut faire un step up, il faut s'habituer à ce que la manière d'influencer le monde change. Alors, je pense qu'une des grandes batailles qu'on voit pas forcément, c'est la bataille qu'il va y avoir avec l'IA. Parce que jusqu'à maintenant, en fait, c'était vraiment, il y a eu la télévision, le cinéma, c'était le grand truc des Américains avec Hollywood, il y a eu les réseaux sociaux, c'était de nouveau les Américains. Et maintenant, avec les IA, il va y avoir la manière d'articuler un discours et d'influencer, en fait, la propagation des idées. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important, qu'on voit pas forcément, mais qui va jouer un rôle très important, en fait, dans la suite, dans le soft power. C'est vraiment un outil qui est très, très puissant. Donc, la technologie a changé. On est entré, en fait, dans une autre époque. On est en train d'entrer dans une époque qui est complètement différente. Et puis, je reviens à cette histoire de capital politique. Évidemment que les élites européennes qui ont investi, surinvesti ou investi énormément dans un projet qui maintenant devrait être ajusté, dirons-nous, c'est difficile parce que typiquement, quand on fait de la science, si on s'est trompé et puis que quelqu'un vous le prouve, tu dis, ben, OK, juste, bravo Younes, tu avais raison. En fait, il faut qu'on fasse autrement. On a fait une mesure, une expérience qui montre en fait que c'est autrement. Et puis la science avance. Donc on a le droit de se tromper. C'est même le but en fait. Et parce que ça permet d'apprendre. En politique, c'est un petit peu moins fin, disons, en tout cas jusqu'à maintenant. Parce qu'en fait, il faut avoir des espèces de certitudes absolues où en fait on sait. C'est très rare qu'un politicien dise bon ben les gars là pendant 25 ans j'ai proposé un projet, j'ai poussé à fond pour ça. Je me suis foutu dedans. Il faut qu'on prenne les choses autrement. J'ai tellement d'exemples en tête de politiciens courageux qui aient fait ça. C'est ce que De Gaulle avait fait quand il a fait son référendum et qu'il a démissionné. C'est une manière, en fait, de déculpabiliser les gens pour dire, bon, ben, j'étais le porteur d'un projet XYZ qui n'est plus en vogue, donc je me retire.
C'est-à-dire, c'est comme l'entraîneur du Barça qu'on vire parce qu'ils ont trop perdu. Du coup, les joueurs sont déculpabilisés puis ils peuvent retourner sur le terrain avec leur nouvel entraîneur Younes, excellent, qui va les amener à la victoire. Donc, du coup, je pense que tout le truc, c'est que comme maintenant on sort des 30 glandeuses, n'entrons pas dans les 30 pleureuses et puis il faut imaginer quelque chose d'autre. Donc, il va falloir, en fait, faire amende honorable, analyser ce qui s'est passé, puis proposer des vrais changements, pas juste dire non, 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 on a tout fait juste, c'est bien. Il faut que les gens soient courageux, il faut avancer. Et j'ai pas tellement de doute qu'on aura la capacité à inventer un projet euh, différent, plus adapté, plus malin. Ça me permet de faire j'aimerais faire un zoom in sur l'aspect plus entreprise. Donc, Mhm. ce que tu es en train d'expliquer, ça me fait rappeler déjà des discussions qu'on a souvent, vu que maintenant on commence à avoir une bonne expérience, tant en podcast qu'en business. Et d'ailleurs, toi et moi, on va participer, enfin, on organise le Corporate Innovation Symposium le 6 février à Genève. Et puis, le but, c'est de rassembler des grandes entreprises. Donc, on aura les États de Genève, les États de Vaud, et puis des grosses boîtes, des banques et tout. Et ça me fait penser justement à qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau du privé. C'est un peu le dilemme de l'innovateur. Si on doit revenir au bouquin de Clayton Christensen et puis voir comment des industries sont disruptées, c'est que les boîtes, elles font tellement d'argent qu'à un moment donné, elles mettent à la tête, on en parlait pour certaines boîtes, des comptables, des personnes qui sont très bons dans la finance, mais qui n'innovent plus. Et en fait, pourquoi ils innovent plus? Parce qu'en fait, ça devient des immenses institutions financières. Et on peut le voir dans certaines industries en Europe où, au final, les boîtes, elles deviennent que des showrooms où elles vont présenter des produits qui ont été fabriqués en Chine, qui ont été fabriqués en Inde. Et en fait, le fait de ne plus fabriquer, tu perds cette capacité d'innover, de maîtriser. Et puis, notamment, toi, tu es très bon sur le sujet, sur l'industrie automobile, où en fait, on fait que, entre guillemets, d'assembler, puis des pièces, et on l'a vu pendant le Covid, où il n'y avait aucune entreprise en Europe qui était capable de fabriquer des masques. Donc, Ouais. en fait, le fait de ne plus maîtriser, de ne plus rien produire, tu te transformes en financial institution et puis derrière, tu ne veux pas innover. C'est ce qui se passe en Europe, en fait. Oui, alors il y a beaucoup de sujets. Je dirais de la même manière, si on utilise juste cette analogie avec la politique et la géopolitique, on sent tous et toutes à notre niveau qu'en fait, il y a un besoin d'une proposition plus fraîche, on va dire, et un peu ajournée. OK. Maintenant, il en va un peu de même des entreprises. C'est-à-dire que si tu es dans un environnement, je veux dire, toutes les entreprises, elles ont leurs forces, leurs faiblesses, un angle, une stratégie, etc. Faire en sorte qu'une entreprise qui est dans un environnement stable fonctionne, c'est déjà pas si facile, hein. Si on reprend l'exemple de la Migros, dont on aime bien rire, mais parce qu'ils sont tellement sympas. Mais la Migros, en fait, pendant les 30 glandeuses, ils ont investi pour vendre des meubles, ils ont fait toute une série de trucs et maintenant, ils ont tout revendu. Ils se sont plantés. Mais on va même pas leur taper dessus. En fait, ils étaient là, ils gagnaient trop de pognon, ils se sont dit, il faut qu'on se diversifie, ils ont fait des trucs et ça n'a pas fonctionné. OK. Euh, le truc, c'est que maintenant, pour les entreprises aussi, on entre dans un moment où l'environnement change très vite. Et ça, voilà, si tu es chef d'entreprise, tu peux dire non, non, ça m'est égal, je ne veux pas le savoir, je ne veux rien voir. Et que ça, au bout d'un moment, tu es sanctionné parce qu'en fait, à la différence d'un État où le processus est plus long parce que c'est le vote des citoyens qui t'indique qu'il peut y avoir un problème, dans une entreprise, tu fais les comptes très régulièrement et ça t'indique très précisément si ça va ou si ça va pas. Donc, tu peux évidemment le cacher pendant un certain nombre de mois ou d'années, mais au bout d'un moment, tu te fais vraiment rattraper par la réalité parce qu'elle est beaucoup plus simple à mesurer. D'accord? Une entreprise, ça doit gagner des sous. Donc, les entreprises maintenant, elles doivent s'adapter et en fait, c'est pas si facile parce que il y a le fait qu'il faut maintenir les opérations actuelles et continuer à délivrer les services et les produits. Et puis d'autre part, il faut s'adapter à un monde nouveau. Donc, première étape, il faut arriver à l'appréhender, le comprendre, en avoir une lecture qui est un peu réelle et réaliste. Il faut comprendre en fait ce qui se passe à un niveau macro, mais aussi dans le domaine dans lequel on évolue. Et puis, une fois, admettons que ta vue de l'environnement en train de changer ou ayant changé soit suffisamment juste et précise,
il faut mettre sur pied un plan qui va te permettre de fonctionner agréablement dans cette nouvelle réalité qui te tend les bras et qui est en train d'advenir. Puis après, troisième étape, il faut le réaliser, ce plan. Donc, il faut avoir un immense respect, en fait, et pour les leaders politiques et pour les chefs d'entreprise, parce que c'est très difficile. Comprendre ce qui se passe, comprendre l'environnement, définir une stratégie qui te permet de survivre dans cet environnement nouveau, puis ensuite mettre en place les actions nécessaires pour, en fait, y aller. C'est loin d'être facile. L'avantage immense, c'est que c'est très rigolo. C'est marrant parce qu'il se passe des trucs, d'accord? On pourrait donner plein d'exemples. Et puis juste pour commenter sur la production, moi je pense que une des choses, un des axes, disons depuis Clinton, depuis les années 90, en fait, il y avait la grande théorie que ça servait à plus rien de fabriquer ou de faire. On fait ça ailleurs, etc. Le problème, On fait ça en Chine. Ils ont laissé la Chine émerger, quoi. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tu perds le savoir-faire. C'est-à-dire que tu peux avoir tous les ingénieurs ou tous les designers que tu veux. Si tu ne sais plus faire, si tu n'as plus les gens en fait qui fabriquent, tu commences à designer des choses qui n'ont pas de sens. Donc ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que on a des contraintes qui sont nouvelles. Il y a les contraintes environnementales, il y a toute une série de contraintes en fait qu'on avait moins, disons, il y a quelques décennies. Et puis, il y a la prise de pouvoir du digital, ce que Varoufakis appelle cloud capital, qui en fait est une taxe sur le business. Il y a pas moyen en fait aujourd'hui d'avoir une entreprise qui est performante sans faire appel à des outils cloud. Et ces outils cloud, en fait, ils te donnent un avantage compétitif tellement grand que tu peux pas t'en passer, mais ça a un coût. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en plus, tout ce digital, il change pas de décennie en décennie, ni d'année en année, mais de mois en mois. Donc, en fait, tu es dans une adaptation permanente de quelque chose qui s'accélère. Donc, c'est très compliqué. C'est vraiment pas facile. Maintenant, il y a des méthodes. Ce qu'on peut dire à coup sûr, c'est qu'en fait, pour une entreprise, un chef d'entreprise ou un entrepreneur qui, au fond de lui, sent bien, en fait, que les choses changent, c'est sûr et certain, le pire du pire du pire, c'est de prendre le risque de ne rien faire. Parce que pivoter, essayer de mettre quelque chose en place, c'est souvent un exercice qui est délicat parce qu'on se trompe. D'accord? Donc, il faut rentrer dans des cycles on comprend, on définit un plan, on implémente, on mesure, on ajuste, etc., etc. C'est comme ça qu'on conduit, en fait. On conduit avec les yeux ouverts. C'est pas qu'on ferme les yeux au départ du trajet puis qu'on se dit, bah voilà, c'est un gauche-droite comme les pilotes de rallye. Non. On contrôle avec ses yeux pour savoir où on en est et on s'adapte en permanence. Donc, il faut rentrer dans un processus pratiquement sportif, d'ordre sportif, on va dire, pour faire évoluer les choses. Et souvent, ça requiert un investissement, du temps, de la prise de tête, de la correction d'erreurs, la motivation des collègues. C'est intense. Je maintiens, c'est très rigolo et je pense que c'est beaucoup moins angoissant que de se retrouver face à une espèce de gros nuage dont on ne sait que faire et puis qu'on essaie de ne plus voir. Parce qu'en fait, avec les semaines, les mois et les années qui passent, on sent bien en fait que le problème devient de plus en plus aigu. Donc, il faut se mettre en mouvement. Ça, c'est la chose la plus importante. Même si le départ ou la trajectoire initiale n'est pas top ou qu'il y a encore beaucoup d'inconnus, une fois qu'on est en mouvement, en fait, on peut commencer à corriger. Et c'est vrai que c'est tout un mindset, hein, parce que il y a encore des boîtes qui partent sur des roadmaps à 5 ans, sur du long terme. Et puis c'est vrai que dernièrement, il y a Brian Chesky, le fondateur d'Airbnb, qui disait justement que eux, ils développent un roadmap sur 2 ans et chaque 6 mois, ils refont une évaluation de s'ils doivent changer ou pas. Donc, ça me vient on arrive sur le terme du management ou du leadership. Donc, tant en termes de politique qu'en termes de privé, il faut qu'il y ait du changement parce que c'est pas parce que tu as fait une haute école, typiquement en France, je crois que c'est l'ENA qui forme les futurs présidents, les personnes qui sont à l'administration publique. C'est pas parce que tu as fait cette école que tu es en matière de prendre des bonnes décisions. Et on l'a vu, tu vois. Ça aide pas forcément. Alors, tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment que tu aies une expérience sur le terrain. C'est pas ce que tu apprends en cours
Tu vois, c'est comme si on t'apprend en cours à apprendre à nager. Tant que tu ne te jettes pas dans l'eau, ben, tu n'auras pas cette expérience. On peut te donner des case studies et d'autres choses, mais j'ai l'impression que voilà, on compte trop sur l'éducation, sur l'école pour te former à diriger un pays alors que c'est plus compliqué et que ça a plus d'impact que juste une boîte. Alors, je dirais, bon, moi, je connais pas l'ENA, mais je peux m'imaginer, en fait, que c'est pas non plus une école qui est nullissime. Je veux dire, les gens qui en sortent sont certainement brillants et ils apprennent des choses. D'accord? Oui, Le c'est pas nul. problème, à C'est mon est-ce avis, que tu es prêt pour le alors, futur, quoi. justement, le truc, c'est que dans un monde plat, si tu es platiste, si tu dis le monde est plat et, et que rien ne change, si c'est une mer d'huile vent arrière, d'accord? Tu intègres toute une série de concepts et de principes, tu les connais, tu viens, tu reçois une position parce que tu as un joli diplôme et tu les appliques. Donc, ça veut dire qu'une école, en fait, elle te donne un statut, un job à vie, etc., etc. Et je pense que c'est ça qui est faux. Parce qu'en fait, l'idée qui se cache derrière, c'est qu'en fait, une fois que tu as fait cette école, tu sais. Ouais, Et bah, je c'est pense ça. qu'il faut la remplacer par une idée. Je propose une idée différente. C'est si tu as eu la chance de faire une école, prestigieuse ou pas, ou que tu aies appris sur le tas, en fait, on s'en fiche un peu. Aujourd'hui, il y a YouTube. Je le redis aux auditeurs, prenez un abonnement premium. Comme ça, vous avez les cours du MIT, de Stanford, de l'INSEAD. Vous avez tout dans les mains. Et apprenez tous les jours. C'est ça qui a changé. C'est-à-dire que tu peux, dans un monde qui change à la vitesse où il change, tu peux pas dire je sais. Tu peux dire je vais essayer de comprendre, je vais me documenter, je vais essayer d'apprendre, je vais faire l'effort de. Et c'est pour ça que l'ENA, au fond, c'est pas un problème. L'ENA, c'est un problème si tu en sors en te disant je sais, I'm done. Tu vois? Mm. Là, c'est dangereux parce que ça te donne un faux sentiment de sécurité. Un autre exemple, en fait, je dialoguais avec un jeune qui est à HEC et il me disait, bah voilà, on a des examens, bien entendu, qu'ils n'ont pas droit aux IA, etc., etc. Et ce jeune, qui est loin d'être bête, me disait, bah, c'est étrange parce que OK, mais dans 5 ans, l'IA, elle va pouvoir faire tout ce qu'on nous demande d'apprendre. Donc, les jeunes, ils sentent bien, en fait, qu'il y a un truc qui est en train de changer. Puis je lui ai dit, ben, OK, faisons confiance à cette école. En fait, ils vont s'adapter, ils vous apprennent à raisonner. C'est déjà génial, à avoir un esprit critique. Et il y a effectivement peut-être des tâches techniques qui vont être déléguées à des systèmes informatiques. C'est pas du tout dramatique. Mais les jeunes ont déjà, en fait, l'idée bien ancrée en eux qu'en fait, quand ils commencent une formation, ils savent déjà qu'ils vont devoir être dans l'adaptation. Et ça, en fait, c'est la clé. C'est l'humilité qui permet de continuer à apprendre. Mm. Et je refais un lien avec ce qu'on disait sur la politique. Je pense que la politique ou les leaders politiques voilà, il faut qu'ils apprennent, il faut qu'ils se déculpabilisent de changer d'avis en prenant acte de la rapidité du changement du monde. Alors, quand le monde change, qu'il est compliqué, que c'est difficile d'en avoir une lecture juste, on est obligé d'émettre des hypothèses et d'essayer. Et il faut revenir dans un mode apprenant, en fait. C'est ça la clé. Et oui, et vraiment, moi, j'insiste là-dessus, et toi, tu as encore plus d'expérience que moi. Quand tu es en poste de leader, de PDG, ton job, c'est de prendre des décisions. Et ta prise de décision, elle est influencée par ta connaissance de l'univers, de l'environnement et l'accès aux data, en fait. Et je pense que ça devrait être une formation qu'on devrait faire. Mais c'est pas parce que en cours, tu as appris quelque chose que tu vas être à même de prendre une décision parce que comme tu dis, la photo que tu as eue il y a 14 mois ou 18 mois quand tu es sorti de l'école, bah, c'est pas la photo que tu as aujourd'hui, tu vois, c'est pas les mêmes infos et tout. On peut prendre un exemple tout simple et puis très concret. Si on prend par exemple l'industrie de la photo, donc il y avait Kodak qui faisait des films argentiques qui dominaient, mais de la tête et des épaules dans le milieu des années 70. Et il y avait aussi un équivalent japonais qui s'appelait Fujifilm. D'accord? Ils sont passés à travers cette révolution digitale de la photographie numérique. Kodak est mort et Fujifilm va super bien. Fuji, en fait, ils ont réussi à faire des appareils photo et à se remettre sur pied, parce que Kodak, ils y sont pas parvenus. Et pourtant, Kodak, ils ont eu le premier prototype d'une caméra digitale.
C'est pas qu'ils n'avaient pas venu voir le truc, ils l'ont inventé eux-mêmes, d'accord? Donc, c'est assez rigolo. Et ça montre bien, en fait, que souvent, la difficulté, je dirais la première chose, c'est qu'en fait, il faut être informé. En anglais, on dit disprove your belief. Ça veut dire que c'est très confortable comme chef d'entreprise de se dire, bon, les mecs, là, on fait tout juste, c'est 5 étoiles, on est au top. C'est agréable, cette pensée. En fait, il faut sortir de sa zone de confort et puis voir un petit peu ce qui pourrait mal se passer. La deuxième chose, c'est qu'il faut se mettre en route. Il faut être dynamique, il faut avancer, il faut essayer quelque chose. C'est pas parce que il n'y a pas une solution évidente en fait qu'il faut pas y aller. Le risque de ne pas avancer est bien plus grand parce qu'une fois qu'on est en mouvement, on peut changer de direction et s'adapter. Et puis la troisième chose, je dirais, c'est que il faut y aller avec beaucoup d'humilité parce qu'en fait, la stratégie à long terme et l'implémentation, ce sont deux choses qui doivent être liées. C'est pas d'un côté, tu as une espèce de stratégie magique que tu vas revoir à ton fixe. Bezos, il le dit très bien. We are stubborn on the vision and flexible with implementation. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que il a cette vision, il a appelé Amazon.com Amazon parce que c'est la plus grande rivière du monde et que son idée, c'est quoi que tu aies besoin, en fait, on va te l'envoyer, puis tu commandes par Internet. C'est l'Amazonie, c'est le plus grand fleuve du monde qui amène la vie, et donc c'est plus, il y a tout sur Amazon. OK. Donc la vision, elle était énorme, hein, mais il a commencé par vendre des livres, ils ont dû faire toute une série de trucs. Donc ils ont été très souples sur l'implémentation, mais très solides sur la vision finale. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important maintenant, en fait, qu'une entreprise, elle comprenne what do we stand for? C'est pourquoi est-ce qu'on est là en fait? Tu peux pas juste te contenter de dire ben voilà on fait des stylos. Non, il faut vraiment avoir une vision. Et puis après il faut être extrêmement flexible et habile pour implémenter cette chose-là. Ça me fait penser, maintenant quand t'es un dirigeant, tu dois être plus un peu en mode en pilote de chasse et ça t'offre une perspective un peu unique parce que les pilotes de chasse, ils opèrent dans des environnements à haut risque et les décisions, elles doivent être prises rapidement, tu vois, efficacement. Et il y a justement un modèle qui a été développé par le colonel John Boyd qui s'appelle le cycle ODA, donc OODA. Et le premier O, c'est pour observer, donc recueillir des informations sur l'environnement. Le deuxième O, c'est orienter. Donc, tu analyses ces informations et les mettre en contexte. Décider, choisir l'action à entreprendre et ensuite agir, exécuter la décision avec rapidité, tu vois. Et je pense que c'est une formation qu'on devrait faire. Hein. Toi qui as énormément d'expérience là-dessus, je pense que pour aider les gens, hein, que ça soit même quelqu'un qui est au gouvernement ou quelqu'un qui dirige une boîte, tu peux plus prendre le temps d'aller vite, comme dirait Alain Berset. Ça dépend, ça dépend. Il y a aussi la gestion de crise, mais il y a toute une série de trucs. Le framework Coda, il est très très bien. Je suis pas sûr qu'en fait les dirigeants aient autant de problèmes que ça avec la prise de décision, parce que si tu es, mettons, pour un dirigeant qui est en poste depuis 3 à 5 ans, en fait, s'il prend pas de décision ou qu'il en prend que de mauvaises, il va très vite plus être là. Par contre, je pense c'est que ce qui se passe. En 4 ans ou 5 ans, ils prennent zéro décision. Et puis, en fait, c'est qu'ils te présentent un programme politique et derrière, il se passe rien. Et le temps que tu t'es réveillé, comme quoi on s'est fait rouler dans la farine, bah, la personne, elle est déjà partie, quoi. Mais le truc, si tu veux, qui a changé, c'est que je pense qu'on peut plus se contenter en fait de la com et des apparences. C'est-à-dire que ce qu'il faut comme chef d'entreprise ou comme politicien, c'est vraiment développer en fait une écologie informationnelle qui soit saine et qui soit dynamique et active. C'est-à-dire on peut pas juste se reposer. Le monde change trop vite pour avoir une infinité de certitudes, on va dire. D'accord? Et la politique, c'est quand même merveilleux parce que c'est la chose qui tient les deux bouts de l'élastique. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, maintenant, les difficultés qu'on a, les joies qu'on a, etc., ce qu'on veut maintenir, il y a et ce plan à long terme. Et en fait, c'est comment est-ce que il faut pas trop tendre l'élastique parce que sinon il casse. Et puis il faut pas qu'il soit de part trop distendu parce que sinon tu dis bon bah voilà, on va élire un mec, c'est la même chose, ça n'a pas d'intérêt. Donc il faut avoir une conscience aiguë en fait du réel, chose qu'on a un petit peu oublié parce qu'il y avait quand même tout ce truc en anglais on dit virtue signaling.
je sais pas comment ça se traduit, le signalement de sa bonne vertu. Et en fait, quand tu passes ta journée en fait à dire que tu es un bon gars parce qu'en fait, tu répètes les bons mots, ça ne veut pas dire que tous ceux qui le font sont là uniquement en fait pour des raisons de com, mais je pense que le temps de la com en politique est terminé. C'est plus une affaire de com en fait, maintenant c'est une affaire de fond. Et la com, c'était bien quand le monde était plat. C'est une idée platiste en fait. Quand le monde est plat, tu te distingues sur la manière en fait dont tu communiques. Mais je pense que maintenant c'est plus le fond de la chose. Pas pour dire que la communication compte pas, bien sûr que ça compte énormément, mais ce qui se met à compter en fait, c'est d'avoir du fond. Et je pense qu'il en est exactement de même pour un chef d'entreprise. Il faut piloter les gens qui sont dans l'avion de chasse, prendre des décisions courageuses, orienter les gens, définir une direction, trancher, etc., etc. Mais il faut aussi expliquer. Puis pour pouvoir expliquer, il faut comprendre. Puis pour comprendre, il faut apprendre. Donc, je pense que le truc fondamental, que ce soit pour les leaders politiques ou les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les gens dans les administrations aussi, hein, c'est aussi des gens qui sont très importants et qui comptent. En fait, il faut qu'ils se mettent dans un mode où ils apprennent. Et en fait, apprendre, c'est dur parce que, surtout quand on est en poste et puis qu'en fait, il faut comme ça faire preuve d'une espèce de sécurité intérieure infinie quand on dirige les gens. Il faut arriver à matiner ça avec en fait la capacité à se renseigner, à apprendre des choses nouvelles. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'on tenait pour vrai jusqu'à maintenant est peut-être un peu moins vrai parce qu'on a des informations nouvelles. Et ça, c'est une preuve de courage, d'intelligence. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que c'est super intéressant à faire. D'accord? Quelqu'un qui dirige une entreprise la même depuis 10 ans puis qui fait toujours la même chose, il doit s'ennuyer, mais à mourir. C'est plan-plan, c'est pas intéressant. Donc là, maintenant que le monde en fait change rapidement, il y a vraiment la possibilité de construire un écosystème informationnel qui soit innovant et sain. Et puis c'est ce changement d'attitude en fait qui permet après d'avoir un discours qui soit plus convaincant et d'entraîner les gens. Mais c'est clair que c'est un exercice plus difficile que d'avoir raison parce qu'on a fait l'ENA. Et c'est vrai que Trump est en train de nous le démontrer, hein, vu que pour moi, la politique ou même gérer une boîte, c'est plus vraiment un marathon, même si tu dois t'investir longtemps, mais c'est un sprint et on voit que l'investiture de Trump, elle est dans 3 jours. Trump a commencé à diriger, à diriger le pays depuis le mois de novembre. Il sait ce qui est en jeu et puis je ne sais pas comment ça va se passer, est-ce qu'il va prendre des décisions. Enfin, j'imagine déjà, il va prendre un décret sur TikTok le 20 janvier pour laisser 30, 60 jours pour rétablir la plateforme. Et il y a d'autres choses qui vont arriver. Mais lui, j'ai l'impression qu'il a saisi la nature du game, comme quoi il faut prendre des actions et des actions fortes rapidement. C'est un peu comme c'est quoi, les 100 premiers jours d'un CEO, quoi. Ouais, alors je dirais là, c'est aussi un truc où il faut être capable de faire preuve d'une grande humilité, c'est-à-dire que de temps en temps, il y a des graines qu'on plante en fait pour dans très longtemps. Et je crois que diriger une entreprise ou être politicien, c'est pas forcément être aimé. C'est d'ailleurs pour ça que la politique, c'est beaucoup plus dur que la direction d'entreprise, parce qu'en plus, il faut être élu. C'est chaud. Mais la vérité, c'est que pour bien diriger, il faut pas forcément rechercher l'affection ou l'amour immédiat des gens. En fait, ce qu'il faut, c'est que ça marche à court, moyen et long terme. Donc, c'est pas un exercice facile parce que le fait de devoir imaginons par exemple, tu diriges une entreprise, tu lances un gros projet, puis tout d'un coup il y a une raison externe qui fait que ben voilà, ce projet en fait il est plus viable, parce qu'il y a un autre business qui a foiré. Puis tu dois aller dire à quelqu'un que tu as soutenu pendant 2 ou 3 ans sur ce projet qu'en fait on va tout arrêter. Good luck with that, c'est pas évident du tout. Donc en fait, il faut faire preuve de beaucoup de courage pour des choses qui en fait à court terme peuvent avoir l'air stupides et en plus de temps en temps tu te trompes. Donc c'est vraiment un exercice où c'est pas forcément l'amour immédiat des gens avec qui tu travailles qu'il faut aller chercher. Ce qu'il faut, c'est être bon. Et à court, à moyen et à long terme. Et puis l'autre chose, c'est que je pense que Trump, il y a toute une série d'analyses qui ont été faites, mais une des choses qu'il a fait et qui lui a permis d'être élu, c'est qu'il a parlé de la réalité. Ouais. Il a parlé des problèmes qui préoccupaient les Américains.
Et pourquoi, en fait, il a pu émerger comme ça? Parce que, à ma connaissance, c'est une des premières fois qu'un président américain ayant perdu une élection se fait élire ensuite. C'est que son diagnostic, en fait, enfin, les problèmes qu'il a mis en avant et sa manière, en fait, de parler du réel, on va dire ça comme ça, je parle même pas des solutions plus ou moins rocambolesques, mais la manière de parler du réel était plus juste. Et en fait, ça paye. C'est pour ça. Et ça, c'est la preuve, en fait, que les temps sont en train de changer, qu'ils sont en train de changer vite. Donc, en fait, le conseil aux chefs d'entreprise et aux politiciens, c'est d'apprendre, c'est de s'entourer, c'est d'apprendre à apprendre. C'est émotionnellement un chemin qui est difficile parce que tu dois diriger une boîte ou, je sais pas, être conseiller d'État, donc tu dois continuer à gérer les affaires courantes. C'est déjà un gros job. Et en plus, il faut se rénover, en fait, sa grille de lecture du monde. Et j'insiste, on peut pas tout déléguer à des gens. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut comprendre soi-même. C'est exactement la même chose que la manufacture. Quand tu ne fais plus, tu comprends plus, tu perds le savoir-faire. Donc, il faut se remettre en question. Et puis après, Trump, je ne sais pas, et c'est impossible de le dire, à quel point il pourra avoir une action sur le monde réel. Parce que élire un président, il n'a pas des pouvoirs illimités. Il a déjà risqué de se faire assassiner plusieurs fois. Donc, on ne sait pas combien de temps il a. Hein. Je veux dire, c'est pas les Américains, c'est quand même des cow-boys. Hein. Ça traîne pas. Donc on peut pas du tout, on sait pas du tout en fait comment ça va se passer. Il y a un gros pivot en fait qui est en train d'avoir lieu aux États-Unis. Il y a tout cet aspect des nouvelles technologies digitales. Il est très bien entouré pour ça. Il y a toute une bataille en fait idéologique. C'est d'immenses chantiers, quoi. D'immenses chantiers. Alors, maintenant, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, j'en sais rien. Je me prononce même pas. C'est égal. Simplement, il a été élu et je pense qu'il a un point de vue en fait qu'il faut décortiquer, auquel il faut s'intéresser parce qu'en fait, il a eu le mérite de parler du réel. Et ça, tu peux pas en faire l'économie. Alors après, ce qu'il propose pour adresser les problèmes réels, on peut en discuter. Je suis même pas sûr qu'il ait raison ou tort. En fait, il faut y aller, il faut avancer. Ce qui va être très délicat, c'est qu'en fait, je réfléchissais à ça hier soir, en fait, on parle de l'état profond. Puis tu sais, moi, je me disais, bon, l'état profond, la cave, il est où? Il y a l'état profond, il y a des couches, qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais j'ai envie de proposer une lecture différente. En fait, un politicien qui est élu, que ce soit un conseiller d'État à Genève, un conseiller fédéral, un président américain, un président français, quand il est élu, il a dit des trucs, les gens disent oui, ça c'est bien, vas-y, fais ça. Tu arrives, ton budget il est déjà dépensé et tu as une cohorte d'administration qui gère le quotidien. Et fort heureusement, je veux dire, quand l'école commence à la fin du mois d'août ou en début septembre, les enfants reçoivent une lettre pour aller à l'école. Ça marche quand même fichtrement bien. Il y a quand même des trucs qui marchent extrêmement bien dans nos sociétés avancées. Donc en fait, tu peux pas simplement dire oui, non, l'État, c'est vraiment naze, ça vaut rien, l'administration. C'est pas vrai. Il y a des tas de gens brillants qui sont extrêmement bien intentionnés, etc. Je crois pas qu'ils soient moins bons que dans le privé. Ça, moi, j'y crois pas du tout. Et du coup, si tu veux, quand un nouveau président, ben allez, on prend l'exemple de Trump, puis c'est de ça qu'on parlait, il arrive aux manettes, c'est pas que il peut faire tabula rasa, qui dit bon ben les mecs, on va virer 80% de l'administration. Ben non, il y a des tas de projets en cours, il y a des tas d'accords qui sont là depuis longtemps, qui doivent être prolongés. Donc c'est très très difficile à faire évoluer. Et finalement, cette capacité en fait à agir sur le réel, c'est ça en fait qui va faire le succès de cette présidence Trump. Moi, je pense qu'il faut pas. Une des choses que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on lit maintenant, c'est que on est proche d'un cessez-le-feu à Gaza, que c'est en train de s'apaiser, qu'il semble faire mine d'avoir envie de réduire la guerre et de réduire les conflits, ce que je trouve formidablement enthousiasmant. J'aime pas du tout la guerre. Et Michel Serres en parlait très bien. Il disait, la guerre, ce sont deux vieux monsieur qui se connaissent, qui décident d'échanger leurs jeunes et de les tuer. C'est ça la guerre. C'est toujours des gens qui se connaissent, qui se sont parlés au téléphone, qui se sont souvent rencontrés, qui se disent bon, ben on va se foutre dessus. C'est jamais eux en fait qui y vont. Ils envoient leurs jeunes. Et ben voilà, c'est toujours stupide, ça finit toujours par s'arrêter. Donc en fait, il faut y mettre fin. Et comment est-ce qu'on y met fin? Ben, Michel Serres, il avait une très bonne analogie. Il disait, imaginez que vous êtes dans un bar et qu'il y a des marins qui se battent.
Il y a 20 marins qui se battent, ils donnent des coups de poing, des coups de pied, tout le monde saigne du nez, c'est affreux. Comment vous faites pour arrêter? Ben, vous en enlevez un. Après, vous en enlevez un deuxième, puis un troisième. Puis au bout d'un moment, il en reste plus que deux. Puis on en enlève un, puis on dit, bah voilà, maintenant on se bat plus. Alors les gens disent toujours, oui, mais le problème demeure, etc. Ok, mais au moins on se bat plus, c'est déjà pas mal. Donc il faut arrêter en fait ce cycle de la violence qui en fait fait toujours plus de violence inexorablement. Et euh, je pense que Sachant que là, ça, vas-y. non, non, c'était juste pour ajouter à tes propos, mais sachant que les États-Unis font énormément avec l'argent de la guerre, quoi, l'argent des armes qu'ils vendent, des avions et tout. Donc, c'est aussi une des raisons pourquoi ils rentrent en guerre avec plein de pays. Et où Ouais, justement Trump était le seul pendant son je premier suis même pas mandat où il sûr. n'était pas rentré. Je Bah suis oui, même si pas tu sûr. regardes, je crois que la guerre en Afghanistan, c'était 2000 milliards qui avaient été investis Ouais, par les États-Unis. En Ukraine, je crois que c'est plusieurs centaines de milliards aussi que les États-Unis ont mis. Donc, ils vendent et ils font de l'argent aussi ouais, derrière. j'ai cru ça longtemps, jusqu'à ce que j'entende un entretien de Pierre Conessa, qui a fait l'ENA d'ailleurs, mais c'est un historien en fait qui a fait l'ENA après, un intellectuel français de haut vol, et il a fait en fait du commerce d'armes. Donc lui, il a été dans le business. Et moi, j'aime bien en fait m'en remettre à quelqu'un qui a pratiqué. Et d'après lui, en fait, la guerre, c'est pas favorable forcément au business, parce que en fait, quand tu vends des armes, tu vends de la sécurité. T'es pas obligé de faire en sorte que les gens les utilisent en fait pour que ça te rapporte. Typiquement, l'Arabie Saoudite, c'est un client pour des armes américaines qui est absolument fantasmagorique, parce qu'ils achètent en fait une assurance. Et du coup, je suis pas si sûr que ce soit si simple. Est-ce qu'il faut voir aussi pour le business, tu sais, les marchands d'armes sont pas stupides. Si en fait c'est la paix, ils vont trouver en fait un moyen de monétiser cette paix autrement. Donc, je me veillerai d'une explication qui est arrangeante, mais qui est un peu simpliste. Et enfin simpliste, non, mais je suis pas sûr qu'en fait la paix ce soit forcément moins rémunérateur quand tu sais faire ça. Si tu es un marchand d'armes et puis que tu sais faire par exemple des systèmes mécaniques qui mêlent l'électronique, enfin moteur électrique, etc., tu peux faire des robots, puis c'est un marché qui va valoir des trillions. Donc il y a aussi des opportunités, pas forcément qui sont liées à la guerre. Je pense que c'est pas une fatalité et qu'en fait, c'est pour ça qu'en fait, je me réjouis que j'espère vraiment de tout mon cœur qu'en fait, ces conflits, maintenant, ils vont pouvoir être apaisés, puis qu'on va pas être dans une préparation forcenée des prochains 25 conflits qui vont nous tomber dessus. C'est pas, c'est comme à l'école primaire, si tu veux. Tu peux arriver un matin tout énervé en te disant, je vais casser la figure à tout le monde, ou bien alors on peut désescalader les choses et puis rentrer en fait dans une dialectique plus complexe entre différents pôles de puissance, l'Asie, la Chine, la Russie, l'Indonésie, le Japon, l'Australie, les États-Unis, l'Europe, les différents pays de l'Europe, parce qu'on dit toujours l'Europe, mais en fait, ce sont quand même des États-nations. L'Afrique, qu'il faut évidemment pas oublier, l'Amérique du Sud, le Brésil, puis rentrer dans une dialectique plus compliquée, on peut investir énormément de ressources pour faire en sorte que tout ce gros bouillon de culture fonctionne de manière aussi harmonieuse que possible. Ok, ça coûte, mais peut-être c'est moins cher et plus favorable que d'avoir des vieux qui se connaissent, qui décident d'échanger leur zone. Peut-être encore un dernier truc, c'est qu'avec la dénatalité, en fait, le manque d'enfants à un niveau mondial, ça va incroyablement vite, je pense que la guerre, en fait, c'est plus du tout une option. Il n'y a plus assez de gens. Juste, je regardais les chiffres, ça a rapporté 238 milliards de dollars en 2023, Mhm. l'exportation d'armes aux États-Unis. Donc, Ouais, mais ça ne veut pas c'est quand dire même que pas la mal. paix n'aurait pas pu rapporter plus. Oui, mais le fait qu'il y ait enfin, je suis d'accord avec toi, on peut regarder ça sous différents angles, mais le fait que justement il y ait cette guerre en Ukraine et en Russie, ben, tous les pays un peu limitrophes, typiquement la Pologne, même l'Allemagne, enfin tous les pays de l'OTAN qui sont en train de se réarmer. Donc Mhm. l'effet déclencheur, c'est cette guerre où on se dit, voilà, finalement la Russie, on ne sait Ben, pas ce qu'ils peuvent nous faire, et puis il faut qu'on se réarme, et ça part d'un ouais, conflit. mais si tu veux, ça, c'est la vue quarter to quarter, c'est-à-dire c'est de 3 mois en 3 mois, et puis on dit qu'on a vendu un peu des armes. Mais en fait, qu'est-ce qu'il va devoir faire, Trump?
il va devoir annoncer au monde que les Américains ont perdu en Ukraine. Ah, ça va faire mal, ça. La réalité, c'est Ça va faire ça. En mal à fait, l'OTAN. la Russie a gagné, ils ont des missiles hypersoniques. En fait, l'OTAN a perdu. Je vais te dire qu'en termes de business, de repartir les pantalons en bas, c'est pas génial. Hein. À mon avis, ça va coûter plus cher que 230 petits milliards. Mm. Tu vois? Justement, ouais, vas-y. Non, non, si tu veux, oui, mais non. C'est-à-dire, comptablement, pour certaines entreprises, c'est certainement vrai. Mais à mon avis, c'est un calcul à court terme et le fait qu'en fait Trump va devoir digérer en fait la défaite du pôle OTAN États-Unis, mais c'est principalement les États-Unis qui ils ont pas réussi à fabriquer assez de matériel militaire assez vite. Ben, je trouve ça très moche. Et en termes de compétitivité à long terme, c'est pas génial. Je suis d'accord avec toi. Et Trump, c'est le seul président américain ces 20 ou 30 dernières années qui n'a pas démarré une guerre. Ouais. Donc lui, il en a poursuivi, mais il n'en a pas démarré de nouvelles. J'aimerais finir sur un ami à toi. Je rigole. Thierry Breton, Elon Musk, qu'est-ce qui se passe? Mais ils sont fâchés comme tout. Mais Qu'est-ce qui se passe avec ces deux? un truc qui m'a fait marrer, c'est que bon, ils se chicanent, hein, ils se chicanent, ok, par médias interposés. Et puis, ce qui m'a Sur fait X, rire, là, il continue. ouais, il y avait une chicanerie sur X, mais ce qui m'a fait rire, honnêtement, ça m'a fait tendresse, ça m'a presque fait mal au cœur, c'est qu'après Thierry Breton est allé donner une conférence de presse sur BFM TV, comme si le monde regardait BFM TV. Ouais. Il veut faire 3000 spectateurs, un truc comme ça, quoi. Peut-être plus, mais si tu veux, en fait, c'est un microcosme petit. Si tu veux, en fait, quand il y a une dispute avec un gars comme Musk, déjà, un, ça se passe en anglais. Ensuite, deux, ça se passe Il a pas, en 200 fait. millions de followers, hein, Musk. Voilà. Puis ça se passe pas sur la télévision française. Donc, je pense il y a une différence d'appréciation. Et ça, je l'ai vu avec un ami qui a un certain âge et en fait, qui prend renseignement principalement, en fait, dans les journaux. Et en fait, il commence à y avoir un gap informationnel suivant les canaux d'information que les gens utilisent. Et je pense que ça, c'est une question de génération et d'âge. Alors, pour tous les aînés, si tant est qu'il y en a qui nous écoutent, il faut pas désespérer. Il faut se mettre sur X, sur toutes les plateformes que vous souhaitez, puis se renseigner de tout et faire le tri. Il faut avoir un esprit critique. C'est pour ça que je suis pas du tout d'accord avec cette espèce d'idée de oh bah maintenant il faut quitter X pour aller sur Blue Sky. Mais que what the fuck, pourquoi? En fait, si vous êtes confronté à une information qui vous plaît pas, arrêtez de suivre cette personne, ayez un regard critique. C'est pas parce qu'on vous dit quelque chose qu'il faut le croire. Lire, ça n'a jamais tué personne. Il faut pas brûler les livres. Et je trouve que cette espèce de vendetta contre X, elle est complètement stupide. Et je pense qu'en fait, elle montre que les gens qui prêchent pour ça, en fait, ils n'ont pas compris qu'en fait, les médias centralisés, c'était terminé. Ça sert à rien. C'est une lutte qui est vaine. Oui, puis je crois qu'ils n'ont pas l'habitude aussi de cet aspect de communication Mmh. très direct, tu vois, très business. Moi, je me souviens, Hein? quand je commençais à la banque, tu sais, des fois, on devait demander des autorisations à des relationship à des banquiers. Et donc, toi, tu écrivais l'email, cher Edward, I hope you're doing well, bla, bla, bla. Est-ce qu'on peut, le client, nanani, donc tu fais une dizaine de lignes tout poli. Puis après, tu as le banquier, enfin, anglais ou américain qui te répond, go ahead, tu vois. Ouais, c'est clair. Et donc, ni bonjour, ni merci, ni au revoir, mais c'est pas qu'il manque de respect ou autre, c'est que voilà, le business, la langue du business, elle est très directe. Et je crois que cette manière de faire d'Elon Musk ou de Trump, ça dérange beaucoup en Europe parce que, voilà, comme tu dis, les médias ont changé, les canaux de communication, bah, c'est plus une lettre bien léchée, bien respectueuse, Mmh. et puis ça dérange, quoi. Ouais, ça dérange. Et puis, il y a aussi le fait, il faut pas oublier, c'est que Musk, il a quand même expliqué qu'on lui avait proposé un deal secret, que s'il censurait ce qu'il fallait, il aurait pas de problème. C'est moche, hein. C'est moche, ouais. C'est très, très moche, hein. C'est vraiment moche. Et puis je crois que Disons, une fois que tu as proposé un deal comme ça, je sais pas si Monsieur Breton était impliqué ou pas, peu importe, mais une fois qu'en fait un État a proposé un deal, ma foi, c'est pas très reluisant, tu perds un peu en crédit. ouais. Et puis je crois que c'était Van der Leyen qui avait calmé Breton, là. Il voulait interdire X.
Puis elle lui a dit, écoute, c'est lui qui détient, je sais pas combien de milliers ou centaines de milliers d'employés à Tesla, enfin de Tesla en Et Allemagne, puis, et le Starlink et machin. Donc elle a dit, attends, calme-toi mon grand, parce que on a un et puis, peu. si tu veux, ça, c'est comme de brûler les livres, en fait. Pourquoi interdire, en fait? C'est quoi l'intérêt de ce truc? Ça n'a aucun intérêt, en fait. C'est simplement essayer de mettre un coup de pression. Mais moi, je pense que la plateforme X, si la France se prive de X, bah, tant pis pour eux. Ouais, en plus, je ne sais même pas en termes de pourcentage de la population mondiale ce que représente la France. Mais Mais rien. eh, eh, est-ce que tu peux interpréter que si on veut interdire, c'est qu'on a quelque chose à cacher? Ou est-ce qu'on veut Non, forcément contrôler non, le ça je pense narratif? pas. Non, je pense pas. Je pense qu'en fait, c'est faire preuve de peu de jugeote et c'est ne pas avoir fait l'exercice de comprendre les médias décentralisés. En fait, les médias décentralisés, tu ne les contrôles pas, tu peux pas. Ils ont essayé, en fait. On a vu aux États-Unis, ils ont essayé avec Facebook, c'est ce que Zuckerberg a tenté, ça s'est su. Et ça ne se maîtrise pas comme ça. En fait, une mauvaise idée, elle se combat pas avec la censure, elle se combat avec une idée qui est meilleure. Donc, il est temps d'avoir des idées nouvelles et de bonne qualité. C'est ça l'exercice auquel il faut se livrer. Faut pas interdire. Imagine, je prends cet exemple que j'adore, les platistes, ceux qui considèrent que la Terre est plate. D'accord? Et ils existent. Hein. Moi, je me suis un peu intéressé au sujet parce que je trouvais ça vraiment rigolo. En fait, les platistes, moi, je suis absolument pour défendre leur droit à penser que la Terre est plate. Ils se trompent, hein, quand même, qu'on dise aux auditeurs, c'est pas une théorie du complot ou un truc réel, la Terre n'est pas plate, c'est sûr et certain. Mais enfin, c'est des mecs hyper marrants, en fait, qui veulent vivre dans un espace psychique où la Terre est plate. OK. Et en fait, on va pas leur interdire d'avoir cette idée complètement conne, mais il faut peut-être mieux expliquer aux gens comment est-ce qu'on peut montrer, en fait, que la Terre est ronde. On en a la preuve à plein d'égards. C'est même pas difficile à faire. Donc, c'est pas parce que quelqu'un dit une ânerie, d'accord, qu'il faut soit le condamner, soit mettre en place la police de la pensée, soit penser qu'en fait, il vaut rien. Non, en fait, c'est OK. Les bêtises sont nécessaires à l'émergence des idées brillantes. Donc, il faut vivre avec et s'y habituer. Et il faut que les politiciens s'habituent au fait qu'ils aient plus contrôle et que maintenant, c'est pour ça que je parlais avant, fin de l'ère de la communication. Et puis, on est sur le fond. On n'est plus sur la com, on n'est plus sur les apparences, ou en tout cas beaucoup moins, mais on est beaucoup plus sur le fond. Il faut avoir des vraies idées, il faut être capable de dire, ouf, j'ai appris cette nouvelle information, du coup, je vais mettre à jour ma position et changer d'avis. En fait, c'est le seul truc qui marche. Maintenant, il faut devenir bon sur le fond. Pascal, le mot de la fin. Est-ce que tu penses que maintenant que Trump va démarrer officiellement son mandat, est-ce que tu penses qu'il va calmer Musk qui est en train de partir en sucette? Oh, ben je pense, tu sais, ils ont défini une date au plus tard, quelque part en 2026. Je pense pas qu'il va continuer à faire le loulou très longtemps. C'est sûr que non, mais je pense que ce qu'il essaye de faire, s'il veut, de lancer des initiatives, en fait, qui vont, à son sens, dans la bonne direction. Je sais pas trop quel est son agenda. Il y avait son biographe qui est quand même très sympa qui disait que son point faible principal, c'est qu'il a besoin de se faire aimer des gens. Et je trouvais ça rigolo parce que, Musk? ouais, Ok. il avait, bon, un peu comme tout le monde, mais c'est un super biographe. C'est le biographe aussi de Steve Jobs. Il a passé plus d'une année avec lui. En fait, il a pu le côtoyer comme ça de manière assez proche. Et très intéressant. Alors, toutes les interviews que j'ai vues de lui, elles sont en anglais. Malheureusement, peut-être que le bouquin est traduit en français certainement d'ailleurs. Mais si d'aventure, en fait, il a tout le temps ce besoin impérieux d'être apprécié des masses, alors ça va en faire un mauvais politicien parce qu'en fait, c'est difficilement compatible. Ceci dit, c'est un immense entrepreneur. Il y a absolument 0,0 doute. Et c'est pour le moins quelqu'un d'intéressant. Maintenant, je sais pas, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Qu'est-ce qu'il essaie de faire avec son Dodge? Est-ce qu'il va réussir à réformer ça? Je pense que ce qu'il peut faire, c'est planter des graines pour que dans X années, en fait, la situation ait évolué de manière favorable pour les États-Unis. Mais Musk, il défend les États-Unis, et en tout cas pas l'Europe, ça c'est sûr. Il défend aussi certainement ses business. Mm. Mais je pense qu'il a quand même à cœur, je n'ai pas de raison de le soupçonner, en fait, d'essayer de faire des choses mal. Il va essayer de donner un edge digital au gouvernement américain, ce qui va pouvoir que les servir. Tu penses que Trump l'écoute?
Ah ouais. Mais attends, mets-toi à la place. Non, Younes, imaginons que tu te fasses élire président des États-Unis. C'est chaud déjà. Mais imaginons. Tu as Musk qui vient, qui te propose en fait de mettre son cerveau, ses connaissances, ses relations, etc. à ton service. Tu fais quoi? Tu dis non. Écoutez, cher Monsieur Musk, je vous propose de passer par un processus de recrutement normal. Non, en fait, bien entendu que quand tu as un mec super intelligent moi, je ne défends pas Musk en tout, je le connais pas. Je veux dire, je suis sûr que t'entends, il dit des âneries et qu'il fait des bêtises, mais c'est quand même un mec que tu aimerais avoir dans ton équipe, non? Ah non, absolument. Mais ce que je dis, c'est que hors de sa Alors, plateforme X, il n'existe pas. La majorité des gens, ils sont pas concernés par SpaceX. Ils sont pas forcément concernés par Tesla. Tu vois, si tu n'as pas de Tesla, au final, tu t'en ouais, fous. mais Donc voilà, il est milliardaire, il est super smart, et c'est pour ça que moi j'ai trouvé super intelligent ce que tu disais en début de semaine, c'est qu'en fait, ok, il a fait un tweet, mais il faut pas freak out non plus. Et ça, c'est vrai que tu c'est as un tweet. tellement rationalisé la chose. Ouais, tu as fait un tweet et alors? Tu vois, c'est pas parce que tu as Non, mais, et 210 puis en millions plus, de personnes, mais oui, puis mais tu peux pas exiger des gens qui disent jamais d'âneries. Tu te rends compte, le ouais, mais monde c'est ça. affreux, la Mais donc police de la connerie. au final, il n'existe pas. Enfin, c'est une plateforme, quoi. Mais c'est ce que tu as Ouais. tellement bien résumé. C'était lundi ou mardi. Tu as tellement bien résumé ça. Et arrêtez de freak out. Il a juste fait un tweet. Maintenant, comme tu dis, Trump, il peut pas faire ce qu'il veut. Les politiques ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent exactement. Donc, Non, il n'y a pas de raison non plus de pleurer ou de s'alarmer trop, quoi. non. Sauf si en fait, on reste sur l'écume des jours et l'apparence des choses et qu'on s'intéresse pas au fond. C'est peut-être Tu ça, vois, en fait. si on est stock dans l'ère de la communication, alors c'est sûr que c'est une immense affaire. Mais moi, je pense que ça n'en est pas une. Parce qu'en fait, on n'est plus dans ce débat des apparences et de la com, mais on est dans le débat du fond, des grands changements du monde, de l'adaptation. Enfin, je veux dire, entre la dénatalité, le changement climatique, le fait que le monde devienne multipolaire, le fait que, comme le dit Todd, on a plus que 30% des gens qui ont fait des études supérieures, ce qui fait que la société se scinde en plusieurs parties. Bref, on a des défis de partout. Je veux Mhm. dire, on a assez à faire. Donc, si Trump, il arrive déjà à diminuer un petit peu la guerre, les guerres chaudes, c'est déjà pas mal. Et tu Ce vois, serait chouette. ce que tu disais, en fait, il a eu une discussion avec l'AfD, donc le parti d'extrême Mmh. droite. Mais comme tu le dis souvent, enfin, les Allemands aussi sont pas bêtes. Tu as plein de personnes qui sont descendues dans les rues en Allemagne pour Mmh. manifester contre l'extrême droite. Et puis, c'est vrai qu'en fait, si les politiques ils se concentrent tellement là-dessus, c'est que ce qu'ils sont en train de faire, c'est trop fluffy, quoi. Ben, je pense qu'on a quitté l'ère des bons sentiments et de la com et des apparences. En fait, c'est plus comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, les masses ne s'y trompent pas, en fait. Ils disent, bon, ben voilà. Parce que eux aussi, quand ils font une vidéo TikTok, des fois, ils en font une qui est nulle. C'est pas Oui, c'est toujours clair. bon sur X, sur TikTok, dans tes mails, etc. On a changé d'air. Pascal, je vais prendre le mot de la fin pour moi. Je voulais te le donner, mais je vais le prendre pour moi. Avec Pascal, on discute souvent en off pour préparer les émissions et tout, et je suis en train de le forcer à faire de la politique, il veut pas. Maintenant, si vous pouvez m'aider à le convaincre, écrivez-nous en commentaire, mais voilà, on a besoin de personnes qui soient tant avisées au niveau politique, géopolitique et aussi business. Je te donne quand même quelques mots avant avant de conclure. Mais il faut arrêter de dire non. J'aime pas qu'on me dise non. Prends Oh, tes responsabilités, fais preuve de courage et engage-toi. c'est trop adorable. Ciao Pascal. Ciao, Younes. Ciao.